Bonsoir, bienvenue au club Le Figaro International. La guerre à Gaza n'en finit pas, celle au Liban est en train de s'emballer, le risque d'escalade avec l'Iran est plus fort que jamais. Alors où est la diplomatie ? Pourquoi la communauté internationale est-elle impuissante, États-Unis compris ? La France a-t-elle un rôle particulier à jouer dans ces crises ? Va-t-il falloir aller au bout de la guerre pour que la paix ait une chance au Proche-Orient ? On en parle tout de suite avec mes invités. Gérard Haraud, bonsoir. Bonsoir. Vous commencez à être un habitué de cette émission et nous en réjouissons. Vous êtes ambassadeur de France, vous avez été en poste en Israël, à l'ONU et à Washington notamment. Et depuis que vous avez quitté la diplomatie, vous écrivez des livres sur un rythme soutenu. Et le dernier porte sur Israël, le piège de l'histoire, paru en mars chez Talandier. David Rigoulet-Rose, bonsoir. Bonsoir. Vous enseignez les sciences politiques. Et vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, sur lequel vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier est co-dirigé avec Atta Hayati, La République islamique d'Iran en crise systémique, chez l'Harmattan. Isabelle Lasserre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro, vous avez été grand reporter dans les Balkans et dans l'ex-URSS, ainsi que correspondante à Moscou. Vous avez signé de nombreux ouvrages, dont le dernier porte sur Macron-Poutine, les liaisons dangereuses, aux éditions de l'Observatoire. Et Louis Osalter, bonsoir. Bonsoir Philippe. Vous êtes grand reporter au service politique du Figaro, ancien d'Europe 1 et de Marianne. Au Figaro, vous suivez tout particulièrement l'Élysée. Et vous êtes l'auteur avec Agathe Lambré de L'étrange victoire, Macron 2, l'histoire secrète, vous aussi aux éditions de l'Observatoire. Alors cette diplomatie en état d'impuissance, bon, on ne peut pas parler d'inaction, puisque a priori il y a deux propositions de cessez-le-feu qui sont sur la table, une qui concerne Gaza, la libération des otages, l'arrivée de l'aide humanitaire, etc. Une autre qui concerne le Liban et qui prévoit une trêve de 21 jours. Mais tout ça reste lettre morte. Gérard Haraud, quel regard portez-vous sur cette impuissance ? Lorsqu'il y a, nous les Européens, le problème c'est que nous avons oublié la logique de la guerre. Nous venons de vivre la plus longue période de paix depuis la chute de l'Empire romain, et donc nous avons oublié comment un conflit se déroulait et comment un conflit s'achevait. Un conflit, ça se déroule sur un champ de bataille, et ça s'achève un petit peu sur un champ de bataille, c'est-à-dire qu'il faut que les protagonistes décident que leur intérêt est plutôt de négocier plutôt que de continuer à se battre. Ouais. Et aujourd'hui, à l'évidence, les protagonistes, c'est-à-dire d'un côté l'État d'Israël, de l'autre le Hamas et le Hezbollah, et le Hezbollah, avec le soutien de l'Iran, considèrent que leur intérêt est plutôt de poursuivre la guerre. Et à l'extérieur de et on en parlera parce que ça me semble être absolument capital, et à l'extérieur de la région, aucune puissance n'a aujourd'hui les moyens, ou peut-être pas les moyens, mais en tout cas la volonté de peser sur les acteurs des deux côtés pour les convaincre qu'il faut mettre un terme à cette tragédie. Mais à vous entendre, tant que les parties ne sont pas prêtes, la diplomatie est vouée à n'être que de la gesticulation, c'est un peu ça ? Pas de la gesticulation, il faut inlassablement essayer de convaincre les deux parties qu'elles ont intérêt à s'arrêter et qu'on peut élaborer un compromis. Oui. Le problème en relations internationales, c'est que vous n'avez jamais de solution parfaite. Ça n'existe pas, les solutions globales, parfaites, où vous résolvez tous les problèmes. La diplomatie, c'est toujours de trouver des compromis boiteux, insatisfaisants. Shimon Peres disait des compromis qui rendent de manière égale insatisfait toutes les parties. Exactement. Oui. Et à l'évidence, on n'en est pas là. À l'évidence, en particulier, Israël considère que son intérêt est de poursuivre l'opération militaire aussi bien à Gaza qu'au Liban. Isabelle Lasserre, pas de surprise donc pour vous non plus, ou bien quand même je suis tout à fait la diplomatie aurait pu peut-être faire quelque chose depuis un an ? D'accord, pour l'instant on est dans le moment de la guerre et la spécialité de l'Europe, ce n'est pas la guerre.
pour l'instant, mais la diplomatie, et donc il n'y a pas beaucoup de place. J'ajouterais une autre raison, c'est la division des pays européens entre eux. Et notamment, par exemple, si on prend l'Allemagne et la France, donc les deux puissances dans le détail de l'Union européenne, les deux pays sont sur des lignes totalement opposées vis-à-vis d'Israël. Donc ça rend encore beaucoup plus compliqué, en fait, une position diplomatique européenne, et seule une position unie de l'Europe aurait un peu plus de poids, parce que la position on voit que les États-Unis eux-mêmes, qui sont quand même le grand parrain, voilà, c'est ce que j'allais dire. On voit qu'en fait la France a été un petit peu éjectée, son influence a fondu comme neige au soleil dans la région pour plein de raisons. Les dernières raisons étant la crise politique en France depuis la dissolution, qui a un petit peu effacé la voix de la France, et c'est bien normal, puisque l'Élysée a d'autres chats à fouetter que de s'engager à 100% dans les crises internationales. Le seul pays qui pourrait avoir une influence sur Israël, c'est les États-Unis, et on voit bien qu'il y a un problème de volonté politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de freiner Netanyahou. Et les autres pays qui pourraient, et qui auront d'ailleurs, peut-être plus que l'Europe, leur mot à dire quand la paix viendra, ce sont les pays arabes, les pays du Golfe et l'Arabie saoudite, et aussi avancent doucement. Une des raisons, enfin, ils n'ont jamais vraiment soutenu les Palestiniens, on va les passer en revue. Mais... David Rigoulet-Rose, vous êtes spécialiste de l'Iran. Est-ce que le désir de guerre vous paraît équivalent dans les deux camps, côté Hezbollah et Iran, autant que côté israélien aujourd'hui ? Le paradoxe de la situation réside en fait dans le fait que les principaux acteurs sont engagés dans un conflit qu'ils veulent limiter. Et comme il y a une logique systémique qui les pousse à vouloir à chaque fois faire sauter les seuils, en fait, ils se retrouvent entraînés, pour reprendre la formule du président, l'actuel président iranien d'ailleurs, qui l'a signalé en ces termes, là où nous ne voulons pas aller. Mais en réalité, chacun des acteurs est amené, en l'occurrence, dans cette logique-là. C'est-à-dire que pour vous, à Téhéran, on ne maîtrise pas du tout de moins en moins, mais ce n'est pas le propre uniquement de Téhéran, c'est le propre de l'ensemble des acteurs. Par exemple, pour le Hezbollah, effectivement, jusqu'à présent, il y avait une forme de paramétrage, de calibrage dans les tirs et les répliques. Et puis, on voit qu'au fil des mois, les seuils ont sauté. Et donc, ça a amené finalement à la situation qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire que le statu quo qui prévalait peu ou prou, n'était plus tenable, et faute d'options diplomatiques justement qui n'a pas été concrétisée. Il y avait un plan français qui avait été proposé. C'est la solution, l'option militaire qui s'est imposée, et on ne voit pas très bien dans un premier temps quelle perspective pourrait limiter, on va dire, les enjeux militaires. Louis Osalter, à l'Élysée, on est quand même très mobilisé sur ces sujets. Vous avez écrit un grand papier pour expliquer les méandres de la réflexion élyséenne sur le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Donc on y croit, le président y croit à la possibilité d'intervenir, de faire arrêter les violences Mais on a l'impression que plus l'Élysée est mobilisé, moins on comprend la ligne qui est développée par le président. Oui, alors ça c'est aussi un problème. Je ne reviens pas sur le plan diplomatique strict. Isabelle a bien rappelé que d'abord la faiblesse de l'Europe, les divisions entre les États membres, et puis la perte d'influence de la France sur les enjeux du Moyen-Orient font que le rôle de la France est en réalité extrêmement limité, beaucoup moins qu'on ne veut bien le dire ou le croire à la cellule diplomatique de l'Élysée. Mais la particularité de ce dossier de Proche-Oriental, c'est que c'est aussi, et peut-être d'abord, en France, un sujet de politique intérieure. Et c'est comme ça qu'il est appréhendé par Emmanuel Macron depuis le début. Je vous renvoie à son allocution quelques jours après les attentats du 7 octobre, où il appelle le pays à l'unité, parce qu'en réalité, il n'a qu'une peur à ce moment-là, c'est que, pour des raisons communautaires, pour des raisons de politique intérieure, la situation au Proche-Orient crée des troubles en France. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec l'explosion des actes et des paroles antisémites dans la société française depuis un an. Donc c'est quand même traité aussi comme une question de politique intérieure, l'Élysée essayant de faire en sorte que les répliques de ce séisme
soient les moins violentes possibles sur la scène intérieure française. Alors quand on compare l'ampleur des mouvements pro-palestiniens qu'il peut y avoir par exemple au Royaume-Uni, on se rassure en se disant qu'en France ça n'a pas totalement dérapé, on n'a pas assisté à des manifestations qui auraient dérapé, mais il y a cette montée extrêmement inquiétante de l'antisémitisme dans la société, et on voit bien que c'est le sujet par excellence où l'action diplomatique est sans cesse reliée, elle est entendue sur la scène intérieure, ce qui n'est pas le cas de sujets où le président va parler d'autres dossiers géopolitiques. Les Français n'écoutent pas beaucoup. Là, les Français écoutent, et le dernier exemple en date, c'est évidemment toute cette polémique sur les déclarations d'Emmanuel Macron sur les livraisons d'armes à Israël. On va y revenir. Il veut s'adresser aux Américains en disant, puisque vous plaidez pour un cessez-le-feu, vous devez normalement arrêter de livrer des armes à l'armée israélienne. Or, il le disait certes à l'Assemblée générale de l'ONU, mais il le répète dans une émission de France Inter où il est censé parler de littérature et qui est diffusée la veille de l'anniversaire des attentats du 7 octobre. On va y revenir. Donc il y a au moins une faute de temps qui fait que la scène intérieure entre en conflit avec la ligne diplomatique. Clairement, il y a beaucoup à dire sur la France, mais quand même, abordons d'abord le cas des États-Unis. Est-ce que vous comprenez, Gérard Haro, la logique dans laquelle s'est inscrite l'administration Biden, qui consiste à la fois à essayer de freiner Benjamin Netanyahou, de lui fixer des lignes à ne pas dépasser, tout en continuant à lui fournir toutes les armes dont il a besoin pour violer ses lignes rouges. Est-ce que... non, je crois que comment vous interprétez ? Tous d'accord que la politique étrangère américaine dans cette affaire a été pitoyable. Ouais. Pitoyable parce que le pauvre Blinken est allé 14 fois dans la région. Plutôt 9 ou 10, mais bon... oui, je suis né à Marseille. 9 fois, je crois. Allez, à 12, je vous le fais à 12. Donc il est allé dans la région très, très, très souvent. Biden n'a cessé de dire à Netanyahou, faites attention, pas trop, quitte à retenir 3 bombes pendant 48 heures. Et en réalité, le Premier ministre israélien a fait ce qu'il a voulu. Et mais il est obligé, Biden, de livrer ces armements à Israël, y compris les bombes qui servent à frapper Gaza, parce que le cas de l'Iran et du Hezbollah est peut-être un peu différent. Très clairement, nous sommes en campagne électorale américaine. Et la grande majorité du peuple américain reste viscéralement pro-israélienne. Et le problème de Joe Biden, c'est qu'il doit à la fois se concilier cette nouvelle gauche pro-palestinienne, cette nouvelle gauche démocrate pro-palestinienne, qui est très, très bruyante, mais qui honnêtement reste quand même cantonnée très largement sur les campus des universités. Encore que le sujet commence à percer chez les Noirs américains. Mais il doit garder quand même le soutien de la majorité des Américains qui sont pro-israéliens. Imaginez que, en plus, il a la crainte qu'à un moment ou à un autre, Netanyahou ne le poignarde dans le dos. Parce que le candidat de Netanyahou, c'est évidemment Trump. Et donc, à un moment, Netanyahou dise « on m'a abandonné face au terrorisme islamique ». Ce serait absolument dévastateur en termes électoraux. Mais sur ce point que vous évoquez, si Netanyahou a vraiment envie d'aider Donald Trump, est-ce qu'il doit choisir la surenchère face à l'Iran, par exemple? Est-ce que ça n'est pas typiquement la décision qui pourrait nuire à Biden, que Biden désapprouverait, que Trump approuverait? Est-ce que ça fait du sens qu'il aille jusque-là avec des considérations de billard un peu... Je ne suis pas sûr que, de toute façon, Israël va taper sur l'Iran. Il y aura une opération israélienne contre l'Iran. Ça, il n'y a pas la moindre hésitation. Ensuite, quelles sont les cibles? Peut-être un truc de commando. Quelle est l'ampleur? Quelle sera, voilà. C'est quelle différent. Modalité? Mais face à cela, les États-Unis, d'une certaine manière, peuvent essayer de dire non, par pitié, n'attaquez pas les installations pétrolières pour des raisons économiques. Non, mais ils sont dans une position plutôt de demandeurs. Ce sont les États-Unis qui sont demandeurs. La décision finale sera prise par l'État d'Israël et par lui seul. C'est quand même un paradoxe considérable que les États-Unis, sans lesquels Israël ne pourrait pas poursuivre les opérations qu'elle mène actuellement, toujours à Gaza et bien sûr aussi au sud du Liban, se retrouvent dans la position du demandeur, et d'ailleurs du demandeur qui n'est pas écouté. Oui, Isabelle Lasserre. Oui, mais il y a plusieurs choses. Il y a la raison de politique intérieure. Quelques semaines avant les élections, les 2 candidats ont les mains complètement liées. C'est le fameux vide qu'on décrit avant chaque élection
américaine. Et il est d'autant plus important aujourd'hui qu'il y a, comme il y a en France, aux États-Unis, la question israélo-palestinienne est une question de politique intérieure. Donc ils ne peuvent rien faire, rien dire, vu les résultats extrêmement serrés qu'on attend. Et sur la scène plus générale, simplement, Israël est un allié indéfectible des États-Unis, pas seulement pour les votants juifs au Congrès, etc., mais également parce qu'ils considèrent partager des valeurs communes, l'Occident, etc. Et parallèlement, parce qu'on peut pas parler d'Israël, des États-Unis sans parler de l'Iran, même Kamala Harris cette semaine a affirmé que l'Iran était un problème très important pour les États-Unis, bien plus important que la Russie et l'Ukraine. Et en fait, tout est complètement imbriqué. Donc, les États-Unis et Israël ont un problème commun, qui est un problème iranien. Ils vont peut-être d'ailleurs devoir le régler un jour ensemble. Donc, c'est pour ça qu'en fait... Est-ce que c'est le moment d'opportunité pour le régler, ce problème iranien, David Rigolero ? Ça peut être le calcul de certains en Israël qui poussent à ça, mais ce n'est pas forcément la majorité des décideurs. Et on va voir justement quelles sont les cibles qui vont être planifiées. Oui. Parce que, semble-t-il, il y a eu ces représailles qu'on attend depuis maintenant presque 10 jours. Qui ont été différées, c'est pas tellement dans le style du Premier ministre israélien, d'ailleurs. Oui. Et là, effectivement... Mais il y a eu une déclaration intéressante du ministre de la Défense qui a dit « Vous serez surpris ». Aux Iraniens. Ça fait partie de la logique d'incertitude, mais la conversation téléphonique entre Biden et le Premier ministre israélien, manifestement, a été relativement correcte. Il faut souligner, et ça m'a étonné en le lisant, c'était la première conversation téléphonique mercredi dernier entre Biden et Netanyahou depuis 2 mois. Depuis 2 mois. Ce qui est quand même stupéfiant. Et semble-t-il, il y a eu quand même un accord de principe, on verra s'il est respecté par Netanyahou, à savoir qu'il ne viserait pas, d'une part, les sites nucléaires, et voire non plus les sites pétroliers. Alors, les sites nucléaires, c'est tentant parce qu'évidemment, c'est un objectif militaire pertinent d'Israël et des Occidentaux, d'essayer de les détruire, sauf que c'est très difficile à faire, et c'est la garantie de l'escalade, là, pour le coup. Surtout, c'est le risque aussi ce qui pousserait l'Iran à passer le pas, c'est-à-dire à prendre la décision de la militarisation, qui pour l'instant n'aurait pas été prise, l'Iran est une puissance du seuil, de toute façon. Est-ce qu'il est quand même possible pour Israël de ralentir militairement Israël l'a fait à plusieurs reprises dans de multiples opérations de sabotage. Le problème, c'est que pour vraiment... Le programme ne peut pas être arrêté maintenant, de toute façon. C'est le dilemme, effectivement, qui est soumis. Et si vraiment il fallait aller en profondeur sur les sites comme Natanz et Fordo, il faudrait les États-Unis. Il n'y a que les États-Unis qui disposent des bombes, les GBU-57, qui sont susceptibles d'aller au moins à 60 mètres, et encore, ce ne serait pas une garantie. Donc c'est pour ça que les Américains... Et puis il y a une deuxième inquiétude des Américains, c'est dans le cas où il y aurait une déstabilisation en profondeur du régime, qui, évidemment, le scénario idéal, ce serait une transition démocratique. Mais il y a le précédent de l'Irak. Et les Américains sont préoccupés éventuellement par l'onde de choc que ça représenterait au niveau régional. Ce serait une autre ampleur que celle de l'Irak, avec les périphéries iraniennes, justement, sur le Pakistan, le Baloutchistan, l'Awaz à l'Arabistan, le Kurdistan. Donc on voit bien qu'il y a aussi des inquiétudes sourdes de la part des États-Unis. Il y a certains, en Israël notamment, mais pas que, se demandent si finalement l'Iran n'est pas un petit peu comparable à l'URSS à la veille de l'effondrement du mur de Berlin et du bloc soviétique. Que peut-être il suffirait qu'Israël pousse un peu son avantage et provoque un changement de régime à Téhéran. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous connaissez aussi la région. Moi, franchement, j'ai l'impression de me retrouver en 2003, vous savez, lorsqu'on avait les mêmes, c'est souvent d'ailleurs les mêmes 2003, invasion de l'Irak, vous voulez dire. Disant, on va redessiner le Moyen-Orient. Et la route de Jérusalem passe par Bagdad. Donc on va détruire le régime de l'Irak, ça va être une démocratie irakienne, etc. etc. C'est hasardeux de redessiner. C'est quand même hasardeux. Et de nouveau, comme vous le disiez, l'Iran, c'est 80 millions d'habitants. C'est quand même une masse considérable. C'est un pays multiethnique. Et sous votre contrôle,
on ne voit pas vraiment de grandes figures démocratiques qui pourraient apparaître comme... On voit par contre les aspirations de la rue à plus de démocratie. Le régime est sans doute un régime impopulaire. Je ne suis pas sûr que Saddam Hussein ait été très populaire en son temps, non. mais en face... c'est quand même le saut dans l'inconnu, avec un pays de 80 millions d'habitants où on ne voit pas de personnalité, on ne voit pas de parti politique qui pourrait représenter une alternative au régime. Et connaissant... J'ajouterais, David Rigoulet, en plus avec un fort sentiment national. Oui. Et ça, c'est une variable. Qui peut être réveillé au bénéfice des mollahs. Éventuellement, ça peut en être cas d'attaque. En tout cas, ça peut être le pari du Netzam. Mais tout de même, vous connaissez bien un certain nombre des décideurs aujourd'hui qui entourent Netanyahou. La tentation vous paraît forte de leur... Tellement non. Je crois qu'il y a, comme vous le disiez, en Israël, vous savez, il y a aussi beaucoup... L'Israël est une société démocratique, on a beaucoup d'articles, beaucoup de manifestations. Vous avez des anciens chefs d'état-major, des anciens patrons du Mossad qui critiquent la politique suivie actuellement, y compris la politique suivie à Gaza et la politique suivie au Liban. Et vous avez de nombreuses tribunes dans les journaux israéliens où vous avez des Israéliens disant « mais arrêtons, tout ceci est fou et on ne va pas s'aventurer dans cette aventure de régime change à Téhéran ». Donc... voilà, mais en même temps, vous avez ce petit... sur l'hypothèse où l'entourage Netanyahou et son entourage, le plus radical, pourrait dire bon, c'est le moment, c'est une occasion comme on n'en a pas eu en 50 ans, il faut pousser notre avantage et changer de régime à Téhéran. Je n'en sais rien, là vraiment, comme vous pouvez... Mais pour le moment, il force est de reconnaître que Netanyahou a toujours choisi la course en avant militaire, a toujours refusé l'hypothèse d'une négociation, d'un compromis ou d'un cessez-le-feu, ou d'un arme. Comme d'ailleurs les chefs du Hamas, mais il a lui en particulier, donc pourquoi pas Louis Osalter, à l'Élysée, c'est la grande crainte, non que l'escalade du Liban mène à une escalade directe entre Israël et l'Iran. Déjà, l'entrée du terrain de jeu libanais, entre guillemets, dans les opérations a été une inquiétude supplémentaire en raison des liens historiques entre la France et le Liban, en raison de la présence de Français sur place, en raison de la présence de forces de la FINUL. Là, déjà, ça a ajouté un paramètre nouveau aux yeux de la diplomatie française et d'Emmanuel Macron. Il y a d'ailleurs eu cet épisode du président délivrant une vidéo destinée aux Libanais. Ça, c'est juste après, vous savez, l'attaque au beeper contre les militants du Hezbollah, qui est attribuée évidemment au service israélien. À ce moment-là, Emmanuel Macron tourne une vidéo de 3 minutes qui est destinée aux Libanais en disant qu'il est aux côtés des victimes civiles, qu'il ne faut pas qu'il y ait une escalade, qu'un chemin diplomatique est possible. Il ne mentionne pas le Hezbollah dans cette vidéo. Et là, ça résume bien toutes les tensions. Il n'en parle même pas. Il n'y a pas un mot sur le Hezbollah. Et en fait, c'est un épisode qui résume bien toutes les tensions en interne, puisque le Hezbollah, il y a évidemment la branche armée considérée comme terroriste par l'Union européenne et par la France, mais c'est aussi un mouvement qui a une branche politique qui est traité comme tel par la diplomatie française, par Emmanuel Macron, qui a des élus et qui est incontournable, bien évidemment, dans la société libanaise. Donc là-dessus, ça provoque ce fait, qui est que la parole du président doit être extrêmement prudente sur le sujet, sauf que quand elle est reçue par des gens qui sont plutôt en soutien d'Israël, qui expliquent que, et c'est vrai, le Hezbollah a lui aussi lancé des attaques contre Israël au lendemain du 7 octobre, se joignant ainsi à des opérations de guerre contre l'État hébreu, il y a quand même quelque chose à dire sur le Hezbollah quand on est le président français, sur le plan diplomatique, et puis pour conforter aussi notamment la communauté juive qui se dit il est quand même très étrange que le rôle du Hezbollah ne soit pas du tout évoqué dans une vidéo du président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas un agacement personnel du président dans la relation avec Netanyahou? Est-ce qu'il n'y a pas des tensions personnelles? On a vu que lorsque Emmanuel Macron s'est rendu à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, a mis sur pied cette proposition de trêve de 21 jours au Liban avec les Américains,
a cru que Netanyahou allait l'accepter, puis il a repris son avion, et entre-temps, Netanyahou est monté à la tribune, a eu un discours extrêmement belliciste, et pendant ce temps a été déclenché l'attaque contre le Hezbollah qui a tué le chef du Hezbollah, Nasrallah. Donc entre Macron et Bibi, comme on l'appelle, c'est très tendu. Il y a de la friture. De la même manière qu'on parlait du possible coup de poignard de Netanyahou à Joe Biden, en réalité pour Macron, il a déjà eu lieu. Déjà parce que Macron est quantité négligeable sur la scène diplomatique sur ce sujet-là. Donc Netanyahou essaie juste visiblement de faire en sorte que les opinions publiques européennes ne lui soient pas trop hostiles et gère quelque part ce front de la diplomatie sur le plan européen. Son véritable interlocuteur est évidemment Joe Biden et le futur ou la future présidente des États-Unis, qui eux seuls ont un vrai pouvoir d'influence. Oui, il y a des appels, il y a eu plusieurs appels entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou depuis le 7 octobre, et la plupart de ces appels sont très durs, on ne le cache pas à l'Élysée, en disant que non seulement le ton est tendu parce que Netanyahou n'écoute pas, il ne suit absolument pas, et on l'a bien vu, les préconisations françaises au Moyen-Orient, et puis dès qu'un appel a lieu, il fait le contraire après. Tout ça, la communication aussi autour de ces appels est parfois instrumentalisée, parce que chacun fait son communiqué, puis en fait on se rend compte que personne n'a évidemment retenu et interprété la même chose. Ça, c'est le jeu classique de la communication des chancelleries. Donc évidemment que c'est un paramètre qui rentre en ligne de compte, l'agacement d'Emmanuel Macron à l'égard de Netanyahou. Mais on ne découvre pas la façon dont Netanyahou fait de la politique. Mais c'est difficile de faire de la diplomatie entre des gens qui ne s'entendent pas ou qui ont une acrimonie personnelle. Enfin, en tout cas, la diplomatie, c'est faite pour parler entre gens qui ne s'entendent pas. Oui. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel le président de la République devrait comprendre que le silence est une qualité. Ouais. Je pense qu'il parle beaucoup trop sur ce sujet. Alors, justement, vous me tendez une perche. On va écouter ce qu'il disait il y a un an et ce qu'il disait beaucoup plus récemment, avec un an de décalage. Ouais. Et ça concerne surtout Gaza, mais pas seulement. C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. La France n'en livre pas. Et maintenant, notre priorité est aussi d'éviter l'escalade. Je considère qu'au-delà de ça, le peuple libanais ne peut pas à son tour être sacrifié. Et le Liban ne peut pas devenir un nouveau Gaza. Isabelle Lasserre, il y a un an, on convoquait la coalition anti-Daesh contre le Hamas, ce que même Benjamin Netanyahou ne demandait pas. Un an plus tard, Emmanuel Macron dit qu'il faut arrêter de livrer des armes. Est-ce qu'il a raison sur un des deux ou il a tort dans les deux cas ? Il a tort dans les deux cas, mais c'est surtout la politique en zigzag qui est un petit peu particulière. On ne peut pas dire à un an de décalage, il faut bâtir une coalition contre le Hamas, et un an plus tard, dire il faut arrêter de livrer des armes à Israël. On ne peut pas non plus, surtout quand c'est toujours la politique du en même temps, c'est-à-dire que là, il critique vivement Israël, et on ne l'entend pas critiquer le Hezbollah. Il a un plan en tête, Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il ne critique pas le Hezbollah, parce que... C'est délibéré, c'est pas un oubli. C'est délibéré, c'est absolument délibéré. Et la raison est la suivante, c'est qu'il veut préserver à la France un rôle de médiateur et un rôle diplomatique pour l'après-guerre. Et il considère que la paix, en fait, la seule manière de sauver le Liban sera ensuite d'avoir une paix inclusive. Inclusive, ça veut dire aussi avec le Hezbollah, qui est aujourd'hui aussi au gouvernement du Liban. Alors là où ce qui est très problématique, c'est que
c'est de faire la différence entre la branche politique et militaire du Hezbollah. C'est complètement, pour moi, une illusion. On n'est pas... Enfin, l'IRA irlandaise, oui, a une branche politique avec laquelle on peut parler, et une branche militaire. La branche politique et la branche militaire du Hezbollah, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la branche politique est sous la coupe de la branche militaire. Le Hezbollah a été fondé quasiment comme un mouvement terroriste, et la branche politique ne peut pas s'exempter en fait de la mainmise de la politique militaire. Donc c'est ça pour moi qui est problématique. Gérard Haraud. Je ne suis pas d'accord du tout. D'abord, je pense que l'idée... le problème de la proposition du président de la République de geler l'embargo sur les armes, il était malvenu, la date était ahurissante. Oui, 2 jours avant l'anniversaire. Il n'aurait pas dû être... Pourquoi est-ce que c'est les Français seuls, alors que nous ne sommes pas les seuls à avoir les mêmes idées, hein. Les Britanniques, les Espagnols sont prêts à le faire. Donc l'idée... Et puis, de nouveau, lorsqu'on voit ce qui se passe à Gaza, lorsqu'on voit ce qui se passe au Liban, c'est-à-dire quand même une opération militaire lourde avec des pertes humaines lourdes, sans aucune perspective politique, parce que personne n'est capable ici de me dire quel est l'objectif de l'opération israélienne, qui n'éradiquera pas le Hamas, qui n'éradiquera pas le Hezbollah, donc il n'est pas anormal que la France dise « je ne veux pas m'associer symboliquement à cette opération ». Mais de nouveau, pourquoi ne pas le faire avec les Européens, et pourquoi surtout ne pas l'intégrer dans une grande initiative politique. Au fond, c'est ça. En ce qui concerne le Hezbollah est un fait. C'est un parti politique majeur. C'est sans doute le premier parti politique libanais. Vous n'aurez pas de solution au Liban sans le Hezbollah. Est-ce que ça n'est pas, mais c'est un fait. David Rigoulet-Rose, est-ce que ça n'est pas le nœud du problème diplomatique qui est posé précisément à la fois à Gaza? Il n'y aura probablement pas de processus de paix sans le Hamas ou ce qu'il en reste. Au Liban, pas de processus de paix sans le Hezbollah, même affaibli. Et Israël, évidemment, ne veut pas en entendre parler. Est-ce que là, on est face à un mur, à un blocage central? Oui, la situation est quand même devenue extrêmement problématique après le 7 octobre. Parce qu'avant le 7 octobre, il y avait encore en Israël une partie des Israéliens, et c'est d'ailleurs eux qui ont été visés dans les kibboutz à proximité de Gaza, c'est pas forcément un hasard, qui étaient dans une logique quand même potentiellement de négociation, avec l'idée qu'il faudrait un horizon politique. Aujourd'hui, je ne parle pas de ceux qui étaient déjà, pour qui c'était réglé. Aujourd'hui, le problème, c'est que globalement, la société israélienne n'est plus prête à envisager un processus politique. Et donc, ce n'est pas uniquement le fait de Netanyahou. Netanyahou fait coïncider son agenda personnel avec une psyché collective qui est nouvelle dans son caractère homogène, ce qui n'était pas le cas avant le 7 octobre. Et on peut effectivement après maintenir la fiction de la solution à 2 États, qui est l'antienne effectivement le viatique international depuis le début, qu'il soit américain, français ou autre. Mais même cette solution théorique ne règle pas vraiment le problème, c'est que les Israéliens ne sont pas aujourd'hui en situation d'envisager cette possibilité. Et donc c'est une hypothèque considérable pour la suite, pour le fameux jour d'après. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense du jour d'après à l'Élysée? Vous en avez une idée? On a déjà du mal à gérer le jour de maintenant. On a certainement des idées. Hein. Oui, ça des idées, on n'en manque pas. Mais à partir du moment où l'Europe est divisée, la France est assez inaudible, c'est compliqué de penser l'après. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'effectivement Emmanuel Macron espère bien peser dans l'équation éventuelle post-guerre, notamment par la voie libanaise. Pour le reste, il est, comme une grande partie de la scène internationale, suspendu à l'élection américaine. Il ne sait pas qui il aura en face comme interlocuteur diplomatique aux États-Unis. Ça change tout si c'est Donald Trump qui revient au pouvoir. C'est pas la même chose si, évidemment, Kamala Harris est élue. Donc, il y a un attentisme général sur ce sujet international-là en particulier, mais aussi sur beaucoup d'autres en général. Et je pense évidemment à l'Ukraine et à la guerre menée par la Russie, parce que dans ces deux dossiers, sans les États-Unis, sans clarification de ce que va être la ligne de la Maison-Blanche, les chancelleries occidentales sont démunies.
elles n'ont pas le poids, et puis par ailleurs, elles sont divisées entre elles. Et effectivement, l'élément le plus flagrant que ça, c'est le désaccord franco-allemand, qui avait été assez palpable, en tout cas au début de la guerre en Ukraine, qui l'est énormément sur le dossier proche-oriental, l'Allemagne étant un soutien fervent d'Israël pour des raisons historiques, là où Emmanuel Macron tient une ligne certes zigzagante, mais qui n'est pas exactement la même que celle du chancelier Scholz. Ouais. Isabelle Lasserre, on s'est livré sur ce plateau quelquefois à des spéculations sur qu'est-ce qui se passerait si Trump était réélu. Comment vous voyez Trump gérer le dossier en question, Gaza, mais aussi le Liban, s'il est réélu le 5 novembre? Trump est imprévisible. Donc les deux grandes crises, l'Ukraine et le Moyen-Orient... il est constant sur les deux en disant qu'il va les résoudre très rapidement. C'est beaucoup plus compliqué que ça sur l'Ukraine, par exemple. C'est-à-dire qu'à l'Est, les Ukrainiens, les Géorgiens, etc., considèrent qu'ils ont plus de chances d'avoir un possible changement avec Donald... Enfin, pas tous, mais une partie avec Donald Trump. Quel changement? Alors que un changement positif, qu'avec Kamala Harris, qui sera, en fait, le statu quo à la Biden Empire. Donc, c'est pas si caricatural. Et sur Gaza et le Liban? Et sur Gaza et le Liban, il est évident que il a déjà dit, Trump, qu'il fallait que cette guerre s'arrête. Oui, alors... Il y a la façon d'interpréter le propos. Il soutiendra Netanyahou. La vraie question, à mon avis, qui va se poser, mais on parle dans le vide, parce que même si Trump est élu... Un vide qui sera rempli dans moins de 3 semaines. Même si Trump gagne le 5 novembre, rien ne dit qu'on va avoir le résultat définitif. Il va y avoir des contestations. Sans spéculer sur l'élection elle-même. Soutien à Netanyahou. Et la grosse question, à mon avis, qui vient... c'est la question iranienne. Qu'est-ce qu'on fait avec le nucléaire iranien? Est-ce que les États-Unis vont débloquer les bombes à perforation qu'ils bloquent depuis des années à Israël pour aller frapper les sites nucléaires iraniens? Ouais. Et c'est ça, parce que c'est comme ça que dans la tête de Trump, il peut se dire, parce que ramener la paix et terminer la guerre rapidement, pour Trump, ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire mettre les moyens nécessaires. Sans compter que moi, quand je regarde l'histoire, moi j'étais en 2003 en Irak et j'avais fait un long reportage juste les premiers jours avant la guerre sur le pouvoir de Saddam Hussein, qui était complètement gangréné par les religieux en fait, et j'en avais acquis la certitude que si on avait attendu 3 mois ou 4 mois, le régime de Saddam Hussein pouvait s'effondrer. A contrario, ça fait des mois, 3 ans qu'on dit finalement le régime de Poutine va sans doute s'effondrer pour plein de raisons, et il ne s'effondre absolument pas. Sur le fond, moi j'ai l'impression de revoir, j'ai l'impression que Israël vit aujourd'hui son moment américain, dans le sens où le 7 octobre est un 11 septembre 2001, mais à mon avis en encore plus grand pour les Israéliens. Et aujourd'hui, ils ont, comme les Américains en 2003, la tentation de remodeler le Moyen-Orient, comme les néoconservateurs de Bush, avec cette idée de diffuser la démocratie au Moyen-Orient. On a vu ce que ça avait donné avec les Américains, création de Daesh, et ça a été catastrophique. Qu'en sera-t-il cette fois? David Rigoulet-Rose, si Trump est l'espoir de Netanyahou, est-ce que c'est la grande crainte des mollahs à Téhéran? Pas forcément. Non. Ils sont... a priori, ils seraient plutôt pour la candidature, pour la réussite de Kamala Harris, avec le secret espoir d'une relance des négociations qui semble invalidé par principe par Donald Trump. Mais il est imprévisible, donc il faut se garder de toute certitude en la matière. Ce qui est sûr, c'est que... Il est prévisible, mais il s'énerve tellement vite que ça peut repartir dans l'autre sens. Et il n'aime pas les guerres, les aventures militaires trop longues. Mais en même temps, cette question nucléaire, elle est centrale, de toute façon. C'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine, depuis le début, en réalité. Parce que quand il y a la rhétorique sur la multiplicité des fronts, les 7 fronts sur lesquels Israël sera engagé, le vrai front, c'est l'Iran. C'est le front lointain, mais c'est le vrai front. En même temps, ces derniers mois, on a eu l'impression que, aussi bien côté israélien que côté iranien, quand l'opportunité était théoriquement
présente de justement régler les comptes une bonne fois, il n'y avait pas de volonté très nette, ni d'un côté ni de l'autre. Parce qu'il n'y a pas la possibilité de le faire. J'évoquais tout à l'heure, vous vous rappeliez les bombes en question. Donc ils se font peur, il y a des déclarations très radicales. Il n'y a pas que les bombes d'ailleurs, il y a les avions ravitailleurs. Les avions Boeing ravitailleurs, dont le premier serait livré qu'en 2025. Ouais. Donc c'est une manière pour les États-Unis de se garder une marge de manœuvre pour éviter des velléités un peu trop bellicistes. Gérard Haro, vous craignez une escalade Et de surcroît, je crois que vous l'aviez dit, les mollahs ne veulent pas la guerre. Ouais. Les mollahs ont peur. Ils savent que si la guerre éclate, ils auront en face d'eux non seulement les Israéliens, mais derrière les Américains. Vous savez, les Américains ont livré 16 milliards de dollars à l'État d'Israël. Le budget militaire de l'Iran, c'est 10 milliards de dollars. Ouais. Là, ça serait absolument dévastateur pour l'Iran, cette guerre. Et ils le disent très ouvertement, y compris aux diplomates, là, au ministre qui est allé à New York à l'AG de l'ONU. Il est revenu en disant les Iraniens disent qu'ils veulent à tout prix éviter une escalade. Parce que quand même, on peut avoir aussi une lecture du point de vue iranien. Ce sont les Israéliens qui ont détruit le consulat iranien à Damas. Ce sont les Israéliens qui ont quand même annihilé le dirigeant du Hamas. Ils l'ont tué à Téhéran, dans la résidence officielle des hôtes de la République islamique. Ce qui est quand même une claque absolument ahurissante, une humiliation sans précédent pour une grande puissance. Ensuite, il y a eu l'affaire des beepers et la mort de Nasrallah. Et l'on sent bien que les Iraniens sont dans les cordes, qu'ils sont obligés, c'est ce que vous disiez au début, ils sont d'une certaine manière obligés de réagir parce que c'est leur prestige de grande puissance qui est en jeu, mais je dirais qu'ils voudraient vraiment éviter le pire. Alors, on en vient au dernier point, mais est-ce que les liens historiques qu'a la France dans cette région avec les Libanais, voire avec les Palestiniens, est-ce que ça nous donne une responsabilité particulière ou un pouvoir d'intervention, du moins une légitimité à essayer de faire quelque chose ? Bon, d'abord, il n'y a pas que ce sujet. Je pense que ce que vous aviez dit, c'est très important. Il faut se rendre compte que ce conflit est devenu un sujet de politique intérieure. Et la manière dont, disons-le, LFI a importé le conflit dans la vie politique française. Or, c'est depuis 2 décennies. Moi, j'ai été envoyé ambassadeur en Israël en 2003, et déjà à l'époque, c'était Jacques Chirac et c'était Dominique de Villepin c'était le thème. Il ne faut surtout pas importer le conflit en France, et c'était le moment où il y avait la première augmentation des actes antisémites. C'est autour de l'année 2000. On est passé de 30 à 300 ou 400 actes antisémites, et il y avait déjà cette crainte. Eh bien, c'est fini. Ça y est, le conflit a été importé dans nos rues, et il a été importé en grande partie par la rhétorique totalement anti-israélienne, qui dépasse de loin la critique de la politique de Benjamin Netanyahou de LFI. Ça me semble-t-il, et c'est quelque chose de central, et ça va paralyser un peu encore plus la France. Est-ce que ça l'oblige à une ligne médiane ? Ça l'obligerait à une ligne médiane. Notre président de la République, et visiblement, il ne l'a pas encore compris. C'est-à-dire pas bombarder, par pitié, pas bombarder, n'est-ce pas vive le général Tapioca, vive le général Alcazar, pour les gens cultivés, Tintin, l'oreille cassée. Donc, il faut citer vos sources. Des bonnes sources. Et donc, voilà, c'est quelque chose il faut gérer pour nous ce conflit maintenant avec des pincettes. Ouais. Et plutôt que d'avoir des grandes prétentions, c'est surtout faire très attention afin de ne pas accroître les tensions communautaires qui sont déjà très vives dans la société française aujourd'hui. Sinon, pour répondre à votre question sur le fond, honnêtement, les pays européens, pourquoi singulariser la France ? Les pays européens, la Grande-Bretagne a eu une longue histoire moyen-orientale, encore plus que la nôtre. L'Allemagne et les autres Européens, nous n'avons pas la moindre influence, le moindre rôle aujourd'hui dans ce conflit. Après la guerre. On paiera. Vraiment, l'Allemagne paiera. Ce ne sera pas l'Allemagne, cette fois-ci, l'Europe paiera. Le Royaume-Uni. Est-ce que les Britanniques n'ont pas mieux évolué dans leur posture diplomatique, pris acte du fait qu'ils ne sont plus un grand empire, mais qu'ils peuvent intervenir ici ou là ? Il me semble avoir des postures un peu plus fermes
que la France. D'abord, eux n'ont pas de problème communautaire dans la mesure où leurs musulmans, pas à ce point, parce que leurs musulmans, ce sont en réalité des Bangladeshis, des Pakistanais, et donc ils sont moins sensibles à cette. Il y a quand même, il se passe quand même des choses aussi dans les rues britanniques. Mais de toute façon, c'est traditionnel. La France, d'une certaine manière, dans tous les sujets, cela depuis 1945, se pousse un peu du col par rapport aux Britanniques. Les Britanniques, on a l'impression qu'ils n'ont rien à prouver. Ils ont gagné la Seconde Guerre mondiale et ils acceptent finalement leur nouveau rôle, alors que ils ne cherchent pas à accomplir de miracles. Alors que la France porte un syndrome du déclin. N'est-ce pas ? Il y a des déclinistes français, que d'ailleurs vous invitez souvent ici, des déclinistes... Moi en particulier, non, pas vous, justement, qui passent leur temps à dire que la France est en déclin, alors qu'il n'y aura aucun Britannique qui ne le dira, que le Royaume-Uni est en déclin, alors que les deux pays sont totalement comparables. Donc on est toujours là en train de dire, nous sommes une grande puissance, parce qu'au fond, on n'en est pas convaincu. Isabelle Lasserre, le doigté nécessaire dont parle Gérard Araud, vous l'observez ou pas du tout ? Ou c'est même le contraire ? Moi, j'ai un peu l'impression que la diplomatie d'Emmanuel Macron, dans cette crise, elle est dictée soit par la politique intérieure, soit par l'émotion, soit par la peur, en fait, la peur de l'embrasement, de l'escalade. Et c'est vrai que il y a des déclarations qui sont... ces déclarations sur le Liban, il y a un mois, c'était décalé. La manière dont il a oublié, en fait, au début de la guerre Hezbollah-Israël au Liban, de citer les 58 parachutistes français morts dans l'attentat du Drakkar à Beyrouth en 1983 par le Hezbollah, et les victimes des attentats islamistes à Paris en 85 et 86, notamment la rue de Rennes, moi j'ai trouvé ça extrêmement choquant. Ça a été perçu comme une espèce de manière de protéger le Hezbollah, ce que ça n'est pas non plus. Mais c'est Michel Barnier en fait qui a rendu hommage, un vibrant hommage d'ailleurs dans son discours de politique générale. Vous me tendez une perche, on va écouter l'hommage rendu par Michel Barnier, qui est quand même un peu doux amer aussi pour le président. Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, sur tous les membres du gouvernement. Pour protéger nos compatriotes de confession juive. C'est le message qu'a porté en notre nom aujourd'hui même à Tel Aviv le ministre des Affaires étrangères. Louis Osalter, le nom du président de la République sifflé par la communauté juive de France. Oui, c'était une soirée organisée par un traumatisme à l'Élysée ou... Oui, bien évidemment, ça a été très mal perçu, parce qu'en fait, ça montre qu'Emmanuel Macron, dans la ligne médiane qu'il tente de tenir, en fait, pour l'instant, il perd des deux côtés. D'un côté, il se fait siffler, son nom se fait siffler à la soirée organisée par le CRIF pour l'anniversaire des attentats perpétrés par le Hamas. Et de l'autre côté, effectivement, il a des adversaires politiques, la France insoumise en tête, qui vont capitaliser électoralement sur le conflit à Gaza en allant chercher les électeurs musulmans dans un phénomène identitaire, en leur disant regardez, les victimes à Gaza, ce sont aussi vos victimes, ça pourrait être vous. Et d'ailleurs, ça a marché, puisque aux élections européennes, la liste de la France insoumise a encore fait des cartons dans les quartiers de banlieue à forte composante d'immigration arabo-musulmane. Donc, Emmanuel Macron n'a pas réussi à... Quelque part, on voit qu'il est perdant des deux côtés. C'est-à-dire que dans les tensions communautaires qu'il redoutait, elles arrivent et il n'arrive pas à tenir la ligne de crête. Et peut-être le moyen, comme le suggérait Monsieur l'ambassadeur, c'était de moins parler, tout simplement, et d'être plus prudent dans ses déclarations. C'est le seul moyen il faut tenir la ligne de crête. Quand vous avez un conflit aussi délicat que celui-là, dont vous ne savez pas comment il va se développer, vous devez quand même vous tenir en retrait. Vous ne devez pas vous plonger dans la mêlée pour pouvoir intervenir à bon escient. Et là, nous avons eu là un président de la République qui d'abord, vous vous rappelez, le 7 ou le 8 octobre, a fait ce discours solennel de soutien indéfectible à Israël. Pourquoi ? Sans aller à la manifestation. Voilà, sans aller à la manifestation. Ensuite, il y a constitution d'une coalition dont tout le monde, après, personne n'a tenu compte, contre le Hamas. Et maintenant, sortant de son chapeau, on a le problème de l'embargo.
Ça n'a pas de sens. Oui. Surtout dans un sujet... Je vais me faire l'avocat du diable. Quand vous avez deux communautés qui sont elles-mêmes totalement rangées dans un camp ou dans l'autre, chaque fois que vous demandez une concession à l'une des deux parties, vous êtes contre cette partie. Il ne faut pas demander alors des concessions. Vous tenez en comment retrait, vous faites de la diplomatie sans demander des concessions? Il y a des sujets où vous ne pouvez pas avoir une diplomatie active. Moi, la France au Moyen-Orient est paralysée par sa situation intérieure. Donc votre recommandation de diplomate, c'est de se taire et d'arrêter la diplomatie. Et je dois vous avouer que c'est même une recommandation que j'avais transmise à l'Élysée. De dire c'est le genre même de sujet où il ne faut pas s'en mêler. Il n'y a que des coups à prendre pour nous, et en particulier en politique intérieure. Ils ne vous ont pas tellement écouté. Ah non, faudra peut-être... Oui, mais attendez. L'alternative, c'est quand même de laisser libre cours à la guerre jusqu'au bout, alors. Il y en a d'autres que nous, qui ont... et les États-Unis, c'est pas... Et même si on voulait intervenir, est-ce qu'on serait efficace? On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. David Rigoulet-Rose. Non, mais il est probable on est dans les limites du en même temps, parce que le message est brouillé, au final, ce qui est pas souhaité à la base. Mais le résultat, c'est quand même ça. Oui. Et donc, pour rejoindre ce que disait M. l'ambassadeur, c'est effectivement, l'option, c'est quand même d'être en surplomb. Parce que le surplomb permet d'être présent, mais sans être excessivement intrusif, avec des moyens qui sont finalement très faibles. Et donc, ça peut être coordonné avec d'autres pays, mais c'est sûr... Européen, faire ça en européen. Exactement. En européen, coordonné avec d'autres pays, et pas effectivement... Mais ça, c'est le problème du drame français du déclin que vous évoquez. C'est qu'on a du mal à assumer le fait qu'on n'est plus forcément la puissance qu'on a été avant. Mais je me demande si on ne peut pas vous objecter, Gérard Araud, que même ne rien faire, on peut vous le reprocher. N'est-ce pas? Parce que ça veut dire... Il faut y ajouter, une rhétorique, il faut dire à quel point on a vraiment... Il faut se taire, mais il faut non, mais il faut se taire, mais faites confiance aux diplomates pour pouvoir parler sans dire grand-chose. Dans votre livre, à un moment... tout un art. À un moment, vous soulignez à quel point il faut aller au bout de la guerre. Vous dites, un traité de paix, quel qu'il soit, n'est que le reflet des rapports de force sur le terrain. Il ne résulte ni de la générosité, ni de la bonne volonté des deux parties. C'est le champ de bataille politique et militaire et lui seul qui détermine le vainqueur et le vaincu. Il faut donc que l'un présente des exigences qui ne soient pas insupportables et que l'autre se résigne à sa situation. Évidemment, on n'est pas au moment où l'une des parties est totalement résignée, mais donc, d'une certaine manière, il faut aller au bout de la guerre pour avoir donné une chance à la paix. Oui, je pense qu'il faut... De toute façon, c'est pas il faut, on ira au bout. Ouais. On ira au bout. Aujourd'hui, le seul qui peut décider l'arrêt des hostilités, c'est Benjamin Netanyahou. Ouais. Voilà. Mais justement, les horreurs de la guerre... Il est en train d'assumer... Israël exerce une hégémonie militaire quasiment absolue au Moyen-Orient. Comment peut-on envisager demain une paix à Gaza après 42 000 morts ou dans un Liban qui serait à moitié détruit? Il y a bien eu la paix entre la France et l'Allemagne. Ah oui. Après 2 guerres. Donc, franchement, moi, je pense aussi que là, le temps de la guerre, il faut toujours revenir, en fait, à l'origine, alors non pas à l'origine du conflit entre les Palestiniens et Israël, mais après le 7 octobre, Benyamin Netanyahou considère qu'il ne peut pas vivre avec une menace telle que celle du Hezbollah. Il ne peut pas prendre le risque d'un nouveau 7 octobre, et donc il n'arrêtera pas tant qu'il ne considérera pas non pas qu'il a gagné la paix, parce que la paix est quand même un peu hors de portée en ce moment, mais que tant qu'il n'aura pas la certitude qu'Israël vivra en sécurité pendant quelques années. Mais les Israéliens font ça depuis toujours, c'est-à-dire qu'il faut une guerre, ils appellent ça tondre le gazon. Voilà. Il nous reste 1 minute, je finis avec mon petit quiz habituel. Est-ce que Israël, selon vous, sortira gagnant ou perdant de ces crises? Gérard Araud. Ni l'un ni l'autre. Ni gagnant ni perdant. Ni gagnant ni perdant. Vous êtes normand. Isabelle Lasserre. Ça, je ne sais pas. Ça dépend pour qui. Et en plus, David Rigoulet-Rose, un peu plus d'audace. Il est trop tôt pour se prononcer. Oui, je ferai également une réponse de Normand, puisque c'est ma région d'origine. Effectivement, c'est... Vous avez une légitimité que les autres n'ont pas. Oui, mais je partage... Est-ce que Louis Oesalter va se risquer Je me risque à dire gagnant à court terme, perdant à long terme, parce que ce qui se passe à Gaza, ça fabrique des générations de futurs terroristes qui feront des futurs... Merci pour cette audace. Merci à tous les 4 pour votre mesure. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.